Bon, Azul Flaoun, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau café littéraire. Hein. C'est le 78e, donc on avance petit à petit quand même. Hein. Et donc on s'est dit qu'on pouvait revenir sur l'histoire de la Kabylie et surtout l'histoire récente pour peut-être insister un peu sur toutes ces résistances qui ont éveiller les peuples d'Afrique du Nord et qui, directement ou indirectement, donnent aujourd'hui une contestation pacifique en Algérie. Et donc, pour cela, je serai accompagné par mon ami Ibrahim Sassi. Azul Flek Ibrahim. Azul Flek Ibna. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, Monsieur Zirem. Vous êtes un auteur épatant, éclectique. Vous êtes pour moi l'un des plus grands écrivains francophones algériens actuels. Et je n'oublie pas que c'est grâce à vous, grâce à vos encouragements, que j'ai pu publier 3 livres. Grâce à vous, j'ai pu ainsi développer certaines réflexions philosophiques, littéraires et spirituelles que je ne pouvais pas développer dans la chanson. Alors, Histoire de Kabylie arrive comme un rayon de soleil dans cette époque mouvementée de temps d'interrogation. Alors, vous dédiez votre livre, Histoire de Kabylie, à toutes celles et tous ceux, donc à la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont donné leur vie pour que les hommes libres ne perdent jamais leur liberté. Également à Tahar Yami, qui est à l'origine de ce livre, à la mémoire de mes 2 grands-mères, Fatima et Zineb, qui m'ont transmis la passion de l'histoire familiale, laquelle rejoint largement l'histoire de toute la Kabylie. À la mémoire d'Ali Ata Abdallah, mon arrière-grand-père, mort durant la grande révolte de 1871. Alors, vous citez Milan Hubl, historien écrivain tchèque. Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Puis, quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était, et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Alors, votre livre a été publié par les éditions Yoran Banner. Alors, c'est un éditeur spécialisé dans l'histoire des régions qui a publié l'Atlas des nations sans État en Europe, Histoire d'Alsace, le point de vue alsacien, Histoire d'Arménie, Histoire de Bretagne, le point de vue breton, Histoire de Corse, le point de vue corse, Histoire du Dauphiné, le point de vue dauphinois, Histoire de l'Écosse, le point de vue écossais, Histoire de Flandre, le point de vue flamand, Histoire de Wallonie, le point de vue wallon. Alors, vous êtes un auteur très prolifique. Je sais que vous êtes très modeste, mais je vais quand même citer vos nombreux livres. Alors, vous avez publié Les Enfants du brouillard, qui est un recueil de poésie, L'âme de Sabrina, de nouvelles, Autrefois la mer nous appartenait, qui est un livre de poésie, La guerre des ombres, un essai en 2002, qui a eu beaucoup de succès et qui est présent dans la plupart des grandes bibliothèques du monde.
Un livre qui a beaucoup fait parler de lui, même si la presse l'a un peu boudé. Voilà. Et nous savons tous pourquoi. La vie. Alors, je garderai ça dans ma tête, qui est un recueil de poésie. La vie est un grand mensonge, le chemin de l'éternité, le semeur d'amour, l'homme qui n'avait rien compris, la porte de la mer, histoire de Kabylie, les étoiles se souviennent de tout, et la cinquième mascarade. Voilà. Donc, il manque Matou. Et Matou Blounès. Vous voyez combien vous êtes prolifique. Heureusement que vous voilà. êtes là. Et Matou Blounès, la fin tragique d'un poète. Alors, donc histoire de Kabylie, donc quand vous avez publié votre livre, j'ai écrit un article qui a été publié par un site d'information Afrique du Nord News, donc je vais vous lire. Donc, histoire de Kabylie, le point de vue kabyle de Youssef Zirem. Une traversée de l'histoire de la Kabylie de l'Antiquité à nos jours. Histoire de Kabylie, le point de vue kabyle de Youssef Zirem aux éditions Yoran Ambaner est un livre passionnant, si étonnant par la force de la narration qu'on s'y croirait. On peut dire que l'écrivain Youssef Zirem nous a surpris avec ce livre d'histoire écrit par un Kabyle sur cette région d'Algérie habitée par les Berbères kabyles depuis la préhistoire. Jusqu'ici, nous étions habitués à voir des auteurs étrangers, à notre culture, écrire sur notre histoire. Youssef Zirem est le premier Kabyle à écrire sur l'histoire de son peuple dont les origines remontent à la nuit des temps. Les Kabyles sont un peuple pacifique qui a fait de la liberté, de la poésie, depuis des milliers d'années, un art de vivre où les contes, les chants font partie du quotidien. Le livre se présente comme un résumé condensé, exhaustif, de l'histoire de la Kabylie. La couverture de la première édition du livre est un dessin représentant Si Mohammed, le célèbre poète kabyle de l'errance et de la révolte, de la confédération des Atilafes. Il est né entre 1840 et 1845 à Esharaïoun, à l'Arba Nafilafes, et mourut le 28 décembre 1905 à l'hôpital des Sœurs Blanches près de Mishti, à El Hammam. Il est enterré au cimetière de Tekorabi. Asqif Entmana, le portique de la sauvegarde, dans le coin réservé aux étrangers. Si Mohammed a marqué la deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Si Mohammed a été poussé sur les routes après la destruction de son village par les Français. Il n'accepta pas le nouvel ordre dicté par l'occupant, refusant toute compromission avec la présence coloniale. Il vécut en poète errant libre, égrénant des rimes, jamais soumis, maniant le verbe kabyle avec grand art, dénonçant le colonialisme et les travers de son temps. Si Mohammed est entré dans la légende de son vivant, comme ce fut le cas du poète-chanteur Slimane Azam, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui refusa toute compromission avec le pouvoir autoritaire de l'Algérie indépendante, qui allait museler les libertés démocratiques et tenter d'effacer l'identité millénaire berbère. En fervent défenseur des libertés démocratiques et de son identité kabyle, berbère, occultée par l'Algérie indépendante, Slimane Azam fut contraint à l'exil et il mourut en France en 1983. Alors, la couverture de la réédition du livre est un dessin représentant l'héroïne kabyle, l'héroïne guerrière kabyle, Faman Soumer, qui a résisté à la conquête française de 1849 à 1857. Elle est née en 1830 dans le village de Warja, situé sur la route menant d'Ain Hammam vers le col de Virula. Elle mena une résistance armée acharnée contre les Français. Le 27 juillet 1857, elle fut arrêtée au village Tarlish Nahatsou. Faman Soumer meurt en captivité en septembre 1863 à l'âge de 33 ans à Thabrat. Ses cendres ont été transférées en 1994
à El Alia à Alger. Il n'est pas aisé d'être le premier Kabyle à écrire l'histoire de cette région. Et pourtant, Youssef Zirem l'a fait avec le talent et la magie féconde pour nous captiver et nous émerveiller dans un élan poétique de conteur qu'ont seulement les plus grands écrivains. Les Kabyles sont un peuple épris de liberté, véhiculant les plus hautes valeurs humaines, d'entraide, d'hospitalité, de démocratie, où la prison n'existe pas, où le fonctionnement du pouvoir ne génère aucun salaire. Les Kabyles sont un peuple berbère constitué en tribus, en villages, en fédérations et confédérations. L'histoire de Kabylie est dans une plongée, et donc une plongée dans l'histoire millénaire de cette partie d'Afrique du Nord, la partie algérienne, la Kabylie. À travers l'histoire si riche de cette Afrique du Nord, berbère, le Kabyle a défendu sa langue, sa culture et sa liberté, convoitée. Cette terre africaine du soleil, de toutes les richesses, était très convoitée. Les envahisseurs furent nombreux. Le peuple kabyle a résisté depuis des siècles aux différentes invasions en préservant sa langue et sa culture, qui sont toujours vivaces de nos jours. Il n'a jamais plié jusqu'à l'arrivée des Français. Le Kabyle, qui a vécu en harmonie avec la nature qui l'entoure, n'a pas résisté à la politique de la terre brûlée organisée par ceux-ci. C'est vers l'an 1000 avant Jésus-Christ que les Phéniciens installent des comptoirs le long de la côte nord-africaine pour asseoir leur domination commerciale en Méditerranée, s'accommodant avec les royaumes numides avant que les Romains, en fin stratège, concurrents militaires et commerciaux, ne viennent à leur tour tenter d'imposer leur domination sur l'Afrique du Nord berbère. Les Kabyles, comme les autres peuples berbères, ont résisté à leur pénétration. Mais la convoitise de cette Afrique du Nord va grandissante et la Kabylie va subir d'autres invasions. Les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Espagnols, les Turcs et les Français. Islamisés, les Kabyles vont participer à la fondation de plusieurs dynasties berbères musulmanes, dont la dynastie des Fatimides, qui fonda le Caire en 969. La domination turque n'a pas réussi à soumettre la Kabylie, et les Français ne viennent à bout de la résistance kabyle qu'en 1872. Lorsque la guerre d'Algérie éclate, la Kabylie est l'un des plus grands bastions de cette lutte pour la liberté. Mais une fois l'indépendance acquise, le régime d'Alger n'a de cesse de marginaliser cette région qui ne se laisse pas faire. La Kabylie se bat toujours pour ses valeurs, sa langue et sa culture. Youssef Zirem traverse l'histoire avec élégance, relatant avec finesse l'essentiel. On apprend aussi énormément sur l'histoire contemporaine de la Kabylie, de l'indépendance à nos jours. Si aujourd'hui, l'obscurantisme tente de lui faire perdre ses repères, son esprit libre et démocratique, il n'y parviendra pas, car les Kabyles sont conscients du danger et semblent vouloir prendre leur destin en main. La vérité, la liberté en sortiront vainqueurs. La lumière effacera les oppresseurs. Youssef Zirem réussit un coup de génie pour un livre d'histoire, donner la parole à quelques intellectuels pour donner leur point de vue sur l'histoire de la Kabylie et réactualiser le livre en l'augmentant de plusieurs pages à chaque nouvelle réédition. Alors, avant de donner la parole, je vais vous avez réussi ce coup de génie pour un livre d'histoire à donner la parole à quelques intellectuels. Je vais juste lire ma modeste contribution. Vous m'avez fait l'honneur de contribuer dans ce livre en donnant mon avis sur l'histoire de la Kabylie, sur l'histoire contemporaine de la Kabylie. Donc vous écrivez
et tout en me citant. Alors, chanteur kabyle et poète de talent, Brahim Sassi, qui vit à Paris depuis près de 42 ans, maintenant ça fait 44, fait une lecture lucide de l'histoire de la Kabylie. Alors, j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour l'histoire millénaire, ô combien prestigieuse, de la Kabylie. Ô combien est grand ce peuple kabyle habitant les montagnes et le littoral, dont l'histoire remonte à la nuit des temps, qui a toujours résisté aux invasions et combattu les envahisseurs, et qui a sauvegardé sa culture et sa langue plusieurs fois millénaires. Personne ne peut oublier les 5 tribus du Djurdjura qui ont résisté et combattu les Romains dans l'Antiquité, les empêchant d'asseoir leur domination sur leur territoire. Le peuple kabyle a toujours bravement défendu sa culture, son autonomie et sa langue. Le seul envahisseur à avoir profondément pénétré le territoire kabyle fut le colonialisme français, affirme-t-il. Donc, chantant en kabyle et en français, Brahim Sassi garde en mémoire les affres de la colonisation. Alors, sans la politique de la terre brûlée appliquée par celui-ci, jamais la France n'aurait pu dominer la Kabylie, rester libre durant des millénaires. Les Kabyles, trop respectueux de la nature avec laquelle ils vivent en totale communion, ont été dépassés et noyés par tant de barbarie. Les Kabyles ont toujours combattu l'envahisseur bien au-delà de leurs frontières, sans jamais perdre ni leur autonomie, ni leur langue, ni leur culture. Brahim Sassi rappelle également la présence importante de la langue kabyle à Alger avant l'arrivée des Français. À l'époque ottomane, au XVIe siècle, la première langue parlée à Alger était le kabyle. Nous savons cela grâce aux Espagnols. La mainmise sur Alger des Ottomans n'a aucunement affecté la langue et la culture kabyle. Le premier envahisseur à avoir tenté de détruire l'imaginaire kabyle fut le colonialisme français. Celui-ci, dès la prise de la Kabylie en 1857, s'empressa d'ouvrir à Tizi Ouzou, en plein territoire kabyle, un bureau qu'il appela « Bureau des affaires arabes », dans une région totalement kabylophone. Après l'installation de ces bureaux des affaires arabes, la politique de destruction de l'identité kabyle continua en arabisant les noms de lieux. Le paroxysme fut atteint quand ils ont fait l'état civil en divisant les familles, en leur donnant des noms parfois totalement fantaisistes, ou en arabisant les noms de famille, par exemple Ath, Ait devient Ould ou Ben. Tout cela afin de briser une identité forgée par des siècles d'histoire, fit-il remarquer. Mais le plus dur reste encore à venir. L'histoire récente de la Kabylie me chagrine et me frappe au plus haut point. Les Kabyles ont pris une grande part dans la lutte pour l'indépendance. Ils ont même posé les fondements de la constitution algérienne. Comment un peuple qui a sauvegardé son identité et sa culture pendant des siècles n'a-t-il pas pensé à sa culture et à sa langue, optant pour un État-nation jacobin hérité de la France coloniale? Pour une seule langue, de surcroît une langue étrangère, puisqu'il s'agissait de l'arabe littéraire qui n'a rien à voir avec l'arabe parlé en Algérie et qui a cette particularité algérienne d'être mélangé avec le berbère, même dans la syntaxe. Comment les Kabyles n'ont-ils pas pensé à construire un État fédéral pour sauvegarder les autonomies régionales avec leur langue et leur culture? Comment ont-ils pu s'effacer au point d'oublier leur langue, leur culture, leur identité ancestrale? Se demande le poète profond, l'enfant des Azoumalis. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec des anciens combattants, dont mon père Sassissi Mohantar, qui n'ont jamais compris ce déni identitaire de la part de l'élite kabyle. Donc à l'indépendance de l'Algérie. Cette erreur de l'histoire nous a causé tant de souffrances et tant de drames.
dit Brahim Sassi, pour celui qui est sur les traces de l'immense chanteur Slimane Azem, le chantre de l'exil nord-africain. L'avenir pourrait se dessiner sous une autre forme. Je pense que dans un avenir que je sais, hélas lointain, le fédéralisme sera inévitable en Algérie, car seule cette forme de gouvernement permettra l'épanouissement du peuple algérien en sauvegardant les particularités, les cultures, les identités, les langues, les couleurs régionales, estime Brahim Sassi. Donc, vous vous impatientez, mais j'arrive à vous. La Kabylie a toujours résisté à ceux qui voulaient la soumettre. Alors, vous démarrez votre livre depuis donc 20 000 ans. Alors, depuis 20 000 ans, la Kabylie est habitée par une population dynamique et pacifique qui fait de la liberté la valeur la plus sacrée de son existence. Terre de toutes les convoitises, la Kabylie a vu défiler de nombreux envahisseurs. Vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, les Phéniciens y arrivent d'abord comme commerçants. Ils ont au départ de bonnes relations avec les royaumes numides, mais les Romains ne tardent pas à venir brouiller les cartes des uns et des autres. Comme tous les autres berbères, les Kabyles vont résister et combattre le colonialisme romain. La Kabylie va ensuite subir d'autres invasions. Les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Espagnols, les Turcs et enfin les Français. Une fois islamisés en dynastie musulmane, ainsi ce sont principalement eux qui ont créé la dynastie fatimide, laquelle a fondé le Caire en l'an 969. Quand en 1518, les Turcs prennent Alger, ils n'arrivent pas à soumettre cette région rebelle. Les Français ne viennent à bout de la résistance kabyle qu'en 1872, lorsque la guerre d'Algérie éclate. La Kabylie est l'un des plus grands bastions de cette lutte pour la liberté, mais une fois l'indépendance acquise, le régime d'Alger n'aura de cesse de marginaliser cette région qui ne se laisse pourtant pas faire. La Kabylie se bat toujours pour ses valeurs, sa langue et sa culture. Votre livre, M. Youssef Zirem, Histoire de Kabylie, est un coup de génie. Racontez-nous cette aventure, comment est née cette idée extraordinaire. Tu exagères un petit peu, Brahim, mais c'est pas grave. Tu es mon ami. Hein. Merci, bon, merci pour votre modestie. Bon, alors je reviens justement à ce livre qui est à sa 3e édition. Donc la première édition est sortie en 2013, la deuxième en 2014 et la troisième en 2016. En réalité, je ne suis pas historien du tout. Hein. Donc c'est pour essayer de combler un vide qui existe toujours d'ailleurs, parce que nous n'écrivons pas beaucoup notre histoire. D'où la difficulté que vous avez surmontée avec élégance. Et là, c'est un peu grâce à toi aussi, parce que tu as une grande bibliothèque chez toi et j'ai utilisé tous tes livres. Merci. C'est vrai, j'ai utilisé d'autres aussi. Voilà. Mais je me souviens que avant que le livre ne naisse, oui. Tu m'avais parlé justement de cette idée du livre, et non que je n'ai pas essayé de t'en dissuader, mais si, tu m'as dit que c'est impossible, bien sûr. Pas exactement dans ces termes. Je voyais la tâche tellement, tellement difficile. Oui, je comprends. Tu n'es pas. Ah, mais mesdames, il y a une conférence. Attention, excusez-moi. Hein, bon. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas facile d'écrire un livre sur l'histoire de la Kabylie depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de livres d'histoire qui ont parlé de cette histoire, mais à des périodes bien définies. Franchement, je voyais tant de difficultés, parce que, en histoire, je m'y connais un peu. Dans les années 90, j'ai présenté des rubriques d'histoire sur l'histoire antique des Berbères dans les radios. Et là, sur l'histoire de la Kabylie, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment un livre d'histoire sur la Kabylie, et je ne voyais pas comment tu pouvais surmonter justement cette difficulté où tu auras à faire une synthèse. Et, oui, je comprends. Tu n'es pas le seul à m'avoir fait la remarque. Voilà.
pratiquement beaucoup d'universitaires avec lesquels j'ai discuté du projet m'ont dit que j'allais me casser un peu les dents. Mais en réalité, ce n'est pas aussi difficile que cela. Mais dans ce petit livre, hein, c'est un petit livre, hein, c'est une colonne vertébrale de cette histoire. Il n'y a pas tout. Hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sujets que j'ai éludés, donc, parce qu'il y avait plusieurs versions et je ne pouvais pas donner les 5 ou 6 versions de la chose. Donc je me suis dit, bon, je n'en parle pas et comme ça le problème est réglé. Et ce que je voudrais dire, c'est que toute l'histoire de l'Afrique du Nord doit être écrite sérieusement aujourd'hui. Et réécrite plusieurs fois. C'est à nos chercheurs, à nos historiens de le faire et d'aller voir aussi les archives en Turquie, en Italie, en Grèce, en France, etc. C'est le moment ou jamais parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans cette histoire qu'on raconte. Et le fait d'être le premier Kabyle à avoir écrit non, je ne suis pas le premier. Non, je ne suis pas le premier. En tout cas, tel que votre livre est construit, vous êtes le premier. Peut-être c'est le premier livre qui prend un peu cette histoire du début jusqu'à aujourd'hui, oui. Voilà. Mais il y a beaucoup de Kabyles qui ont écrit des livres d'histoire. Hein. Bon, je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont écrit des histoires de telle période. C'est ça. Ce livre se veut une synthèse de cette histoire. Depuis 20 000 ans quand même, ce n'est pas rien. C'est un peu exagéré. Donc voilà. 20 000 ans, c'est les traces. C'est les traces qu'on retrouve et qu'on a retrouvées donc, au début des années 80 avec l'équipe de Slimane Hachi, donc dans la région Bougiote. On a retrouvé des traces de poteries, des sépultures. Donc il y avait déjà à ce moment-là une forme de civilisation. Et là, vous venez bousculer des idées selon lesquelles bon, les Berbères viendraient du Nord pour s'installer en Afrique du Nord. Enfin, moi, je ne suis pas vraiment historien, Brahim, mais les Berbères Imaziren ont toujours existé en Afrique du Nord. Bien au contraire. Les dernières découvertes scientifiques montrent que leur présence est très, très ancienne. Donc, c'est pour ça que je dis et j'insiste sur le fait que les historiens devraient maintenant réécrire cette histoire avec les nouvelles découvertes, avec surtout cette proximité que eux peuvent avoir avec la culture et les traditions de toute l'Afrique du Nord. Voilà. Alors le grand problème que j'ai eu pour écrire cette histoire de Kabylie, c'était de trouver le plan de ce livre. Justement, c'est cette difficulté que je voyais moi. Oui, mais tu n'es pas le seul. Oui, donc je disais, la difficulté, c'était de trouver un peu une espèce de plan pour couvrir une période très très longue et aussi être dans la cohérence avec les événements. Donc j'ai passé un bon moment à tâtonner et finalement, je me suis dit que je pouvais donc commencer donc par les tout débuts. Donc au fait le premier chapitre c'est de la nuit des temps aux splendeurs numides. Donc des époques les plus anciennes jusque pratiquement à l'an 647. Donc après c'est la période des dynasties musulmanes, après c'est la période de la présence turque, après la présence française et enfin la Kabylie dans l'Algérie indépendante. Donc je ne vais pas résumer ce livre. Au fait, je me suis dit que vu ce qui se passe en Afrique du Nord aujourd'hui, le Maroc bouillonne, il y a des prisonniers politiques marocains qui sont condamnés à de lourdes peines de prison, mais le Maroc va certainement bouger comme est en train de bouger l'Algérie, et je me suis dit qu'il était intéressant de revenir à l'histoire récente, toute récente de la Kabylie,
parce que la Kabylie a porté de multiples résistances. Aujourd'hui, et quand on discute avec les Berbères marocains, tous reconnaissent le mérite à la Kabylie d'avoir lutté pour la réhabilitation de la mazérité. Et réhabilitation de la mazérité, c'est aussi réhabilitation de la dignité, de la liberté. Et donc cette Kabylie-là a d'abord mené le combat libérateur, entre guillemets, parce que la libération n'est pas complète jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sont les Kabyles qui vont d'abord s'impliquer fortement dans l'étoile nord-africaine, donc au début des années 20. Et ils vont continuer le combat avec le PPA et puis avec d'autres structures partisanes. Ça ne va pas aboutir, bien sûr, jusqu'à la guerre d'Algérie, donc le 1er novembre. Pour rappel, l'appel du 1er novembre a été donc rognotypé à Ri-le-Moulin dans la Kabylie. Et donc la Oulaya 3 a été le cœur du combat guerrier, libérateur algérien. Mais malheureusement, quand l'indépendance arrive, on le sait aujourd'hui, l'indépendance a été confisquée. Donc les gens qui étaient restés au Maroc et en Tunisie, donc le clan d'Oujda, a pris le pouvoir de force en rentrant... La dictature s'est imposée. C'est ça. Donc les armées de Boumedienne, de Bouteflika et de toute la clique ont réussi à rentrer à Alger le 9 septembre 1962 après avoir massacré près de 1500 vrais maquisards. Donc ça c'est la réalité triste de l'Algérie contemporaine. Et donc, en Kabylie, cette usurpation du pouvoir, cette confiscation de la liberté n'a pas été acceptée. Donc, on va tout de suite voir l'apparition d'un mouvement sous la houlette du Front des forces socialistes, le FFS, donc, qui a été créé le 29 septembre 1963, qui va essayer de s'opposer au pouvoir en place et qui, au départ, a réussi à avoir avec lui d'autres régions, des militants, des personnages, des personnalités politiques importantes avaient été solidaires au départ, mais seulement au départ du FFS, mais le FFS sera vaincu et il y aura plus de 400 morts tués par l'armée de Boumedienne et de Bembella. Donc la Kabylie est défaite, le pouvoir central donc avait le chemin libre pour imposer sa dictature, mais la Kabylie a continué à résister. Et la Kabylie a résisté en Kabylie et elle a résisté dans la diaspora. Heureusement que cette diaspora a existé. Et dans cette diaspora, on a eu la création de l'Académie berbère. Et cette Académie berbère est à bien des égards une structure qui va révolutionner le monde amazigh. On peut dire aujourd'hui que c'est grâce à ces militants de l'Académie berbère que l'amazirité n'a pas disparu de l'Afrique du Nord. Et ce n'est pas seulement en Algérie. Et parmi donc, les militants de cette académie, il y avait quelques berbères marocains, il y avait aussi des berbères chaouis, il n'y avait pas que des kabyles, même si l'ossature était kabyle. Donc malgré le peu de moyens qu'ils avaient, mais malgré le peu de formation qu'ils avaient, ces militants ont été à la hauteur. Il y avait des gens très valables aussi, comme Hanouz qui était pharmacien ou comme Rahmani qui est universitaire. Donc pendant des années, cette académie berbère va essayer de réhabiliter coûte que coûte l'amazirité en publiant des bulletins, en essayant d'avoir donc des activités dans la diaspora, en essayant d'organiser des galas de musique auxquels participaient par exemple Slimane Azam,
Youssef Abjaoui, Amar Koubi et tant d'autres chanteurs qui ont toujours exprimé leur proximité avec l'Académie berbère. Alors, je vais revenir à votre livre. Il y a l'hymne berbère et pour une première fois, il y a la partition musicale. Oui, voilà. Oui. Donc, Kelami Soumazir, lève-toi, fils d'Amazir. Alors, l'hymne attribué à Mohamed Aït Amran. Certaines sources pensent que l'hymne serait de composition collective. Donc, je vais vous lire l'hymne. Donc, Kelami Soumazir, Itijen Rayulid, Atasaya Urtazrir, Agma Nouven Nardezid. Azlina Simasinissa, Thamortis Tukhidassa. وين ونفغاد يقدم أرجاز سجنار يفيزم إناس يوغرتا راويس أرتتونارا تصارين ساتي دارن اسميس أهيد سكفران إركاهيني شاويا أثين يسدان يرجازن إناس دين يغدقيا ذي العمر وتنتسارا سمسلينا أنيدي أزكا هذه في ظلي ثمازيغث أتجم أترنو ذا سلس بوث تدو بومث تدو سكدورار إدكا ثغري سمنوغ نفذا ثكري ثورا ولا شاكوكرو أنا رزوان نحنو ثمورت الجزائر عزيزا فلام أنف كذا من إيغنيم يفقد إيغنيم يفغيتو سينا يطيجيم ذي الحورية الفاز يوفين سيوض السلامي وثماثن سي ثرقا زقاغث أرسيوا ذا سيفي دمن أرثروا. Debout, fils d'Amazir, notre soleil s'est levé. Il y a longtemps que je ne l'avais vu. Frère, notre tour est arrivé. Cours dire à Massinissa que son pays est aujourd'hui réveillé. Quant à celui qui ne veut pas avancer, qu'un seul de nous vaut plus qu'un lion. Dis à Yugurta que ses enfants ne l'ont pas oublié, qu'ils le vengeront, qu'ils déterreront son nom. À la Kahina d'Ishawi, qui a guidé les hommes, dit le pacte qu'elle nous a laissé, jamais ne l'oublierons. Nous vivons avec notre langue, demain sera meilleur qu'hier, le berbère croîtra et prospérera, c'est le pilier du progrès. Démon est venu l'appel, démon est venu l'appel. Nous sommes partis pour le combat. Maintenant, plus d'hésitation. Nous briserons, mais nous ne plierons pas. Algérie bien-aimée, pour toi nous verserons notre sang. Ton ciel s'est éclairé au ciel de la liberté. Ô faucon, volant en liberté, salue bien nos frères de Rio, de Oro à Siwa. Enfants, le même sang nous unit. Merci Ibrahim. C'est un hymne plus ancien, hein, donc il a été donc écrit bien avant l'indépendance de l'Algérie. Tel qu'il est, je sais que beaucoup ne le connaissent pas. Et donc je disais à propos de l'Académie berbère que ces hommes avaient donc fait un grand travail, même si il y a eu des querelles entre eux. Même si parfois une certaine violence est venue émailler un peu leur rapport. Et d'ailleurs, au final, l'Académie berbère de Paris sera interdite par les autorités françaises, sous l'influence bien sûr des autorités algériennes. Voilà. Et donc, ce que l'Académie berbère a fait et ce que beaucoup de militants berbéristes ont fait en Algérie a fini aussi par donner d'une façon ou d'une autre ce qu'on va appeler le printemps berbère de 1980. Alors, l'Académie berbère a fait le drapeau berbère. Donc, si vous permettez, je vais vous lire ce que vous écrivez sur le drapeau berbère. Alors, le drapeau berbère. Donc, c'est page 306 de votre livre. C'est le drapeau berbère qui fait office de drapeau kabyle. À l'origine, il a été imaginé par l'Académie berbère au début des années 70, puis en 1998, il a été officialisé par le Congrès mondial Amazir à Tafira, dans les îles Canaries, le pays des Guanches, un peuple berbère. Le drapeau berbère est composé de 3 bandes horizontales de même largeur, bleu, vert et jaune.
et de la lettre Z, en écriture tefina en rouge. Puis ainsi, le bleu représente la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Le vert, la nature et les montagnes. Le jaune, le sable du Sahara. La lettre Z est tout un programme, à elle seule. Elle représente l'homme libre, Amazir. Elle est en rouge pour dire qu'elle est la vie et la résistance. Et vous parlez aussi du drapeau kabyle. Voilà. Donc, je vais lire ce que vous écrivez sur le drapeau kabyle. Le drapeau kabyle est formé de 2 couleurs nationales, déposées en bande verticale d'égale dimension, de manière que l'azur, le bleu de la liberté, soit attaché à la hampe et l'or. Le jaune de la Kabylie flotte à l'extrémité. L'appartenance de la Kabylie à une grande famille amazigh est représentée par l'Aza, le sigle, le rouge de la vie et du désir de servir sa patrie, centré à égale distance entre le haut et le bas, d'une part, et à égale distance entre les 2 extrémités latérales. L'Aza rouge est soutenu tout le long de sa taille, à partir de sa base, par 2 rameaux d'olivier qui se croisent et dont les feuilles en losange, au nombre de 10 par rameau, 2 par 2, sauf à la base et au sommet, alternent avec 2 cercles de part et d'autre représentant les olives, au nombre de 8 par rameau, pour marquer l'attachement des Kabyles à l'olivier, arbre nourricier. Le brun sur la bande bleue est jaune et celui sur la bande en or, sur la bande or est bleu. Ce drapeau a été créé par le MAC au mois de mars 2015, après une longue consultation populaire. Un drapeau que vous avez mis sur la couverture de la réédition. Oui, merci Brahim. Donc, je disais après donc le travail titanesque de l'Académie berbère, il y a eu une forme de conscience qui s'est créée, donc surtout à cette époque-là dans les universités. Et donc en 1980, il va y avoir donc le printemps berbère. Donc c'est à la suite du refus des autorités algériennes, donc d'une conférence de l'écrivain Mouloud Mamri, que la Kabylie donc va protester. Et la jeunesse kabyle va sortir dans les rues. Et dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, c'est la première fois que des Algériens défient ouvertement la dictature algérienne. Donc de 1962 jusqu'à 1980, mis à part l'épisode militaire du FFS, pacifiquement, c'est la première fois qu'il y a une contestation relativement à large échelle de la dictature. Donc aujourd'hui, dans les manuels scolaires nord-africains et principalement algériens, cet événement n'est pas encore mentionné. Il devrait l'être, et j'espère que l'Algérie va changer et que cette optique, cette façon d'occulter la vérité va être complètement bannie. Donc le mouvement des étudiants, des lycéens et des collégiens kabyles de 1980 a sonné soi-disant l'alarme en disant attention, ce système est mauvais, mais il n'a pas été entendu en dehors de la Kabylie. C'est vrai que le régime algérien a essayé d'opposer donc ses revendications démocratiques en disant que ça vient d'une région qui veut faire sécession. Et donc beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent démocrates étaient opposés à cette revendication démocratique venue de l'université de Tizi Ouzou. D'ailleurs, ce n'était même pas une université à cette époque-là, c'était un centre universitaire. Et donc, parmi les revendications, il y avait des revendications de la démocratie. Il y avait même la revendication de la réhabilitation de l'arabe algérien. C'est une revendication un peu oubliée aujourd'hui, mais c'est une revendication, somme toute, très légitime, parce que les Algériens ne parlent pas l'arabe classique.
ils parlent un arabe qui est l'arabe algérien, qui est de structure syntaxique, une langue berbère. Hein. En arabe algérien, quand on fait la négation, on la fait comme on le fait en langue berbère, hein, pas comme on le fait en langue arabe classique. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc c'est pour situer un peu les enjeux d'aujourd'hui, parce que heureusement, peut-être vaut mieux tard que jamais, qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'intellectuels en dehors de la Kabylie qui ont compris les résistances kabyles. Les résistances kabyles qui n'ont jamais cessé, parce que durant toutes les années donc, qui vont arriver, après 1980, il y aura toujours des événements en Kabylie. Alors, dès l'année d'après, donc au mois de mai 1981, toute la vallée de la Soumam est encore en mouvement contestataire. Et donc, il y aura beaucoup d'arrestations aussi. Beaucoup de jeunes lycéens de Vgaïev, de Sidi Aïch, d'Arvo vont avoir d'ailleurs leur bac en prison. C'est le cas, par exemple, pour ceux qui connaissent, des frères Belash, de Nassarianat, qui est maintenant, qui vit en région parisienne, qui est active toujours, qui mène toujours sa quête de lutte plurielle. C'est un artiste qui a beaucoup travaillé pour les deux films La colline oubliée et Adrar Nbaya, entre autres, par exemple. Et donc, ces luttes, je l'espère en tout cas, n'ont pas été vaines, puisque au-delà de la Kabylie, aujourd'hui, on peut dire qu'elles ont donné leurs fruits, puisque cette conscience amazigh est très forte aujourd'hui au Maroc, elle est très forte en Libye. Les Libyens, j'ai oublié de le dire, les Libyens sacralisent les résistances kabyles. Aujourd'hui, les militants amazirs libyens, un garçon comme Matoublounes, paix à son âme, est presque un dieu, il est adulé. Il est dans son portrait et dans tous les cafés dans les régions berbérophones de Libye. Et donc, toujours après donc, 81, tous les lycées, tous les collèges vont fêter clandestinement hein, le 20 avril. Hein. C'est-à-dire que la société, le peuple décrétait comme un jour de congé, un jour de mémoire, un jour de revendication, le 20 avril. Donc il va y avoir toujours, malheureusement, tentative de récupération. Il va y avoir surtout, malheureusement, des divisions. Après octobre 88, il y a eu aussi des événements en Kabylie. Hein. Durant les tragiques événements d'octobre 88, il y a eu beaucoup de morts dans la vallée de la Soumam, même si en Haute-Kabylie, il y a eu moins de mouvements, et heureusement, il n'y a pas eu de morts. Mais la période la plus noire, nous la connaissons tous, puisque maintenant, nous l'appelons le printemps noir. Donc, durant pratiquement 2 ans, de 2001 jusqu'à 2003, la jeunesse kabyle va sortir dans la rue et malheureusement, le pouvoir en place va tirer sur elle avec des armes de guerre. Avec des armes de guerre, il y aura près de 128 morts, il y aura près de 6000 blessés, il y aura près de 2000 handicapés à vie. Et ce n'est pas très très loin dans l'histoire, hein, c'est récent, mais à ce moment aussi, mis à part quelques solidarités en pays chaoui comme Tkout, ce patelin chaoui auquel je rends hommage, qui a été solidaire, mais complètement solidaire de la Kabylie, le reste de l'Algérie est resté malheureusement spectateur. Et donc, ce n'est que maintenant que certains intellectuels disent qu'ils n'ont pas été à la hauteur et qui n'ont pas été solidaires. Hein. Donc, heureusement, encore une fois, il vaut mieux tard que jamais.
Aujourd'hui, il y a un autre regard vis-à-vis de la Kabylie et on le voit un peu dans toutes les manifs qui se tiennent pour contester le système. Donc depuis maintenant, on peut dire le 16 février passé, cette contestation pacifique draine des millions de personnes et pour une fois, il semble bien que ces populations ont compris que l'enjeu, c'est un autre changement de système. Au fait, c'est ce que demandait la Kabylie depuis pratiquement 1963. Quand on voit les images existent, ce que dit le colonel Dehiles Péasonam, quand il parle de la démocratie et quand il s'adresse à Ben Bella, on a l'impression d'entendre les jeunes femmes et les jeunes hommes parler à Borjboar Arij ou bien à Rilizen ou bien à Alger. Au fait, c'est les mêmes. Ce que je peux dire rapidement, maintenant je vous donne la parole et vous avez le droit de me poser des questions ou de faire des remarques. Bon, je Merci. dirais simplement que dans votre livre, il y a plein d'informations, notamment la plateforme L'Orsal. Je sais que beaucoup ne la connaissent pas. Oui. Alors, elle est dans sa totalité. Et, on va leur laisser le temps de poser des questions. Voilà. Vous parlez notamment de la Fondation du Caire et plein de choses. Oui. Voilà, il y a plein d'informations. Oui. Azula Hamid, marhaba ici. Sinon, effectivement, dans ce livre, le dernier chapitre, j'ai demandé à tous les amis kabyles, à notre élite, de me donner, s'ils veulent, un peu leur avis sur cette histoire. Et les gens qui pourraient avoir le livre, il est toujours en Fnac ou sur Amazon, ils pourront découvrir un excellent texte de mon ami Azdin Lateb qui est là. Merci. L'Algérie ne nous déteste pas, hein. C'est le pouvoir qui nous déteste. J'aime beaucoup l'Algérie. C'est un pays magnifique. Je l'ai parcouru de long en large et j'aime les populations algériennes. Et moi, j'ai parcouru toute l'Algérie et j'ai toujours dit que j'étais kabyle et que j'étais kabyliste et je n'ai jamais eu le moindre problème. Il y a un problème avec le pouvoir, avec la dictature. L'Algérie indépendante, c'est nos pères, nos grands-pères qui l'ont fait advenir. N'eût été le combat de la Kabylie et des Aurès, l'Algérie ne serait jamais indépendante, jamais. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi pour l'Algérie? Moi j'ai essayé, hein. J'ai essayé, j'avoue, j'aime pas parler de moi d'abord, mais j'avoue que depuis mon enfance, je me suis battu contre le pouvoir algérien. Et j'ai pris des risques énormes et j'ai eu des problèmes énormes. Mais j'ai continué à écrire. Et le jour où je ne pouvais plus rien dire dans mon propre pays, je suis venu en France. Tout simplement. Où je continue à écrire des livres, où je continue à donner mon avis. À donner mon avis sur l'Algérie, sur la Kabylie, sur l'Afrique du Nord. Moi, en réalité, je crois en l'Afrique du Nord. Et je suis sûr qu'un jour l'Afrique du Nord sera un même pays. C'est juste une question de temps. Cette région possède des potentialités énormes. C'est le pays des hommes libres, c'est le pays des Imaziran. Et ni la junte militaire algérienne, ni le roi du Maroc, ni le régime tunisien, ni le régime libyen ne pourront, dans le futur, éviter que l'amazérité revienne, que Tamazra devienne quelque chose d'exceptionnel. Après, moi j'ai étudié en Algérie. J'ai passé des moments extraordinaires en Algérie. J'ai fait l'Institut algérien du pétrole. Je suis ingénieur en pétrole. J'ai quitté les pétroles pour devenir journaliste, pour devenir écrivain, mais c'est l'Algérie qui a fait de moi ce que je suis. Et je ne l'oublierai jamais. Seulement, je suis aussi kabyle et je suis kabyliste. Mais moi, mon combat pour la Kabylie, c'est les valeurs kabyles.
c'est ce que mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père m'ont appris. C'est respecter l'autre, l'aider, le comprendre. C'est l'humain. Les valeurs kabbalistes auxquelles je crois, c'est l'humanisme. C'est l'humanisme avec un grand H. Maintenant, pour revenir à la politique, il y a effectivement beaucoup de tendances politiques en Kabylie. D'abord, elles sont très divisées. J'ai connu tous les leaders kabyles et je les ai connus personnellement. Je suis désolé de le dire, beaucoup d'entre eux ne sont pas à la hauteur. Pour moi, quand on se bat pour des causes, il faut une sincérité totale. On ne se bat pas pour une carrière politique. On ne se bat pas pour des petits intérêts. Moi, j'aurais pu, en Algérie, être milliardaire. Le régime algérien m'a 1000 fois courtisé. Aujourd'hui, je n'ai absolument rien du tout, mais j'ai une conscience. Et personne ne peut me reprocher quoi que ce soit. Et je préfère être dans cette pauvreté, mais être et rester un homme libre, un amazir. Oui, Asdi. En fait, j'ai une question sur le plan de la méthode méthodologique. Quand on lit le livre il a le mérite effectivement d'être une synthèse. Tu donnes des repères, tu donnes des documents à l'appui. Moi, ce qui m'a un peu... ce que je trouve... bon, c'est pas une critique, je le dis vraiment avec toute ma sincérité. Non, mais il n'y a pas de souci, oui. Non, juste parce qu'en tant que lecteur, surtout comme c'est une collection destinée, pas seulement à nous, mais aussi à toute personne qui voudrait connaître l'histoire de la Kabylie, à un certain moment, j'ai du mal, personnellement, à dater. Je comprends qu'il y a, il n'y a pas beaucoup d'écrits, tout ça, parce que parfois on parle d'Afrique du Nord, des royaumes, etc., parce que c'est une histoire très complexe, et je ne sais pas à quel moment tu as démarré l'histoire de la Kabylie. Parce que quand on parle de la Numidie, géographiquement, historiquement, je pense que c'est pas la même chose. Il y a une relation. Donc, si, il y a une relation. Dans ça, c'est dans l'imaginaire. Oui, Asdi. Justement, est-ce que, en tant que, quand tu as fait... Oui, Asdin, ta question est pertinente, mais tu as lu le livre. Tu as terminé ou pas? Si, je voulais juste savoir parce que c'est important. Parce que mais bien sûr. Tout ce qui s'est passé sur cette terre de Kabylie, qui ne s'appelait pas effectivement Kabylie à cette époque-là, je l'ai relaté. Donc j'ai commencé par plonger dans les époques les plus lointaines. Donc je disais tout à l'heure, je vais me redire, l'équipe de Slimane Hachi a découvert au début des années 80 des traces datant de 20 000 ans. Donc ça c'est un point de repère, mais je raconte par exemple que le roi Massinsen Massinissa passait l'été à Fgaïth. Par exemple, Fgaïth c'est la Kabylie. Tu vois, donc je raconte la présence des Vandales à Fgaïth par exemple. Les Vandales, un peuple nordique qui est arrivé en Afrique du Nord, et je raconte aussi une certaine réalité qui est occultée par d'autres historiens. Quand les Vandales arrivent en Afrique du Nord, en Algérie, d'abord le terme de vandale, c'est un peuple nordique qui n'est pas aussi vandale que cela. Les historiens occidentaux ont traité ce peuple de vandale parce qu'ils avaient détrôné Rome. Et Rome, à cette époque-là, était sacrée à plusieurs points de vue. Et donc, quand les Vandales arrivent en Afrique du Nord, les Imaziren leur ouvrent les portes de l'Afrique du Nord, parce que Imaziren, qui était chrétien à cette époque-là, avait un grand problème avec Rome, parce que Rome continuait à nommer les prêtres qui venaient de Rome, alors que toute la population était chrétienne et voulait donc que les gens de l'Église soient des Imaziren comme eux. Donc il y a eu une symbiose entre les Vandales et les Imaziren. Et d'ailleurs, les Vandales ne sont jamais repartis. Les Vandales se sont fondus dans l'espace donc de vie des Imaziren. Voilà. Donc c'est l'histoire de la Kabylie, le point de vue kabyle.
Et effectivement, la quasi-majorité des écrits sur l'histoire depuis de longues années ont été l'œuvre de femmes et d'hommes qui ne sont pas d'Afrique du Nord. Mais il y a aussi aujourd'hui des historiens d'Afrique du Nord, hein, qui ont écrit des livres très intéressants. Ce que j'aimerais dire, c'est que quand on écrit l'histoire d'un peuple et quand on baigne dans la culture et dans l'histoire, ne serait-ce qu'orale de ce peuple, on a plus d'aptitude à apporter des choses nouvelles. Je vais vous citer un petit exemple qu'il y a dans ce livre. Et je ne suis pas un génie pour l'avoir écrit, hein. C'est la première fois que ça s'écrit dans un livre. Alors, dans l'histoire officielle en Algérie, on raconte qu'on dit El Jazair parce qu'il y a des îles au large d'Alger. D'abord, il n'y a pas d'île au large d'Alger. Alors, d'où vient El Jazair? Eh bien, c'est Boulorin Ziri. Boulorin F. Ziri, Dziri. Aujourd'hui, on dit Dziri, à Alger même, Dziri. Mais le pouvoir ne veut pas cette version, parce que c'est une version, en réalité, je me répète, on n'est pas obligé d'être un génie pour comprendre cela, c'est presque mathématique. Alors, Dziri, Algiers, ça donne Alger. Algiers, en anglais, a existé avant Alger. Tout simplement, tout bêtement. Donc il y a plein de choses qu'on peut reprendre. Ce n'est pas les histoires ni écrites ni par les auteurs de langue arabe ni de langue française qui vont insister sur le fait que la dynastie est fatémienne. C'est d'abord les Kabyles Koutama qui vont fonder la dynastie fatimide, c'est une dynastie chiite. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde le sait que Taha Ashurt est fêté largement en Kabylie. Taha Ashurt est une fête chiite. Et c'est les traces donc, de notre culture chiite. Mais je dois faire une précision sur les combats kabyles. Nous avons longtemps été dans les slogans. C'est bien beau d'être dans les slogans, mais la réalité, il faut la voir. Depuis maintenant le mois de février, toute l'Algérie bouge, et elle bouge d'une manière extraordinaire. Jamais un pays n'a connu de telles manifestations dans le monde. Pacifique. C'est pas seulement en Afrique du Nord. Il n'y a jamais eu une telle expérience dans le monde entier. Ça fait 2 mois que les Algériens sortent, ils sont plus de 16 millions et ça se passe de manière pacifique. Il ne faut pas être nihiliste, même si on a des options politiques. Moi, je ne suis pas contre les souverainistes kabyles. Parmi les animateurs de ces mouvements, il ne faut pas croire qu'en faisant un communiqué à Paris, ça y est, les problèmes sont réglés. Il faut être réaliste. Il faut être dans la vérité. Maintenant, les manifestations qu'il y a pour l'Algérie démocratique en Kabylie nous montrent que la quasi-majorité des Kabyles sont pour la démocratisation de l'Algérie. Moi, je regarde les faits. Il faut sortir du nihilisme. S'il y a aujourd'hui l'idée de la liberté dans la tête des Algériens, c'est révolutionnaire. J'ai attendu ça depuis 40 ans. Je l'ai attendu. De millions de personnes. Moi, j'ai des convictions. Je les ai toujours eues. Je les ai toujours défendues pacifiquement, à travers mes paroles, à travers mes livres, à travers mes articles dans les journaux, tout simplement. Et je n'ai aucune prétention d'avoir la science infuse, ni d'avoir toujours le mot de vérité. Voilà.
je vous parle avec ma petite expérience. J'ai connu les gens, j'ai été sur le terrain, j'ai été dans les marches, j'ai été dans l'élaboration de ces textes, etc. Il se trouve que souvent, les gens embrigadent ces mouvements et ne pensent qu'à leurs petits intérêts personnels. Je suis désolé de le dire, mais ça a fonctionné comme ça pendant des années. Et d'où maintenant les clivages, les divisions, etc. Et d'où le manque justement de vision humaniste de ces militants politiques, politiciens. Moi personnellement, j'ai toujours défendu le fait qu'il faut donner en urgence le pouvoir aux régions. Bien sûr, c'est l'intelligence même de le dire, de le croire, parce que l'Algérie est un pays immense. Il a intérêt à se faire gérer de cette façon-là. Mais quand vous avez un système dictatorial, corrompu et corrupteur, il continue à trécher jusqu'à aujourd'hui. Mais peut-être qu'avec ce qui se passe, il y aura un changement positif. Je dis bien peut-être. Moi, je crois en un avenir meilleur. Et il faut saluer en tout cas cet éveil des consciences extraordinaires du peuple algérien. Il faut aussi saluer la Kabylie parce que ces luttes pour la démocratisation, pour un avenir meilleur, se sont propagées à tout le peuple algérien. Certainement, oui. Voilà. Oui, Asdi. Je voulais te dire un mot. À mon avis, quand on parle de démocratie et de tous les slogans, moi-même, j'aime pas du tout ça. Il y a la culture et les pratiques du régime. On ne va pas se voiler la face, parce que, y compris dans la Kabylie, moi je suis né dans un village, j'y ai vécu, c'est important d'être honnête avec soi-même. Si je déménage de mon village dans un autre village, si je passe 60 ans, je serai toujours considéré comme un étranger. Alors quand je dis ça, c'est pas de l'autoflagellation, hein. C'est parce que on a une histoire très complexe. Et malheureusement, nous sommes le produit justement de la dictature, de ce malaise. Moi, quand je parle, quand on a eu la chance de voyager un peu partout, parce que l'Algérie c'est un continent, je vous assure que il y a des gens merveilleux partout, comme il y a des salauds partout. C'est ça le problème. C'est que le problème maintenant, c'est un problème de conscience politique. Quand on commence à définir, vous savez, l'un des premiers textes très importants qu'on a d'ailleurs oublié, c'est le texte de 49, des lois Tani, l'Algérie libre vivra. Ben, depuis le premier article, on parlait à toute l'humanité. Et maintenant, on parle à une région, demain on va parler au village. C'est parce que c'est un aspect dans notre histoire qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais le temps, le jour où on sera apaisé dans nos peaux, dans nos âmes, peut-être on va avoir un autre rapport aux autres. Parce que les choses ne sont pas aussi simples. Il ne suffit pas de dire, quand on prend le texte de séminaire de Yacour des années 80, c'était un texte merveilleux. Sauf que tout le travail sur le terrain n'a pas été fait parce que le système était dans l'autoreproduction. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous sommes tous un petit peu, nous avons intériorisé la culture du système. C'est ça le problème. Absolument. Mais maintenant, on va débattre dans la sérénité. Ça, c'est un apprentissage. Donc, comme toutes les nations, ça va prendre beaucoup de temps. Mais on ne peut pas définir un projet avec un malaise ou une frustration. Parce que ça, c'est pas... Enfin, à mon avis, après, chacun est libre de choisir. Oui, voilà. Absolument. Là, je pense que l'histoire avance. Et je pense franchement qu'avec cet éveil des consciences, que un avenir heureux est possible. Parce qu'on voit que le vivre ensemble est possible avec ses différences et ses couleurs. Mais le vivre ensemble, c'est ce qui manque le plus en Afrique du Nord. C'est ce que le régime algérien n'a pas pu construire. C'est ce que malheureusement une certaine élite qui se dit démocrate ne tente pas de construire. Je vais vous dire une chose, je suis à l'écoute de ce qui se passe en Afrique du Nord depuis des années, et encore plus aujourd'hui, et je connais les gens personnellement. Eh bien, tous les gens qui se disent démocrates, au fond, chaque jour, ils écrivent des choses sur les réseaux sociaux qui démontrent qu'ils ne le sont pas démocrates du tout.
La démocratie, ce n'est pas seulement croire aux idées que nous portons, c'est essayer de croire et de tolérer les idées des autres, bien sûr. C'est ça. Ce qu'il y a encore d'intéressant dans le livre, ce n'est pas seulement l'histoire politique que je raconte aussi l'histoire culturelle. Donc, oui, je raconte aussi l'histoire culturelle. Ce qu'on oublie en général et qui est occulté, par exemple, c'est le travail d'un homme comme Jean Ambrouche. Jean Ambrouche a été le pionnier de la berbérité, de la kabilité, de toutes ces belles choses culturelles, sociales. Et donc, il a commencé à publier dans les années 30. Il a fait de la radio, il a fait beaucoup de choses. Donc je raconte cela, hein. Je raconte les histoires, par exemple, de l'étoile nord-africaine. Hein. Et d'ailleurs, pour revenir à l'histoire, c'est compliqué, ces micros. Hein. Et donc, j'ai la chance et le bonheur d'avoir avec nous aujourd'hui mon ami Hamid Banoun, qui a sa casquette là, et l'un des hommes forts de l'étoile nord-africaine, c'est un Banoun, c'est son cousin. Alors, ce Banoun-là, il était à Paris. Financièrement, il a aidé toutes les activités de l'étoile nord-africaine. Il était marié à une Française. Il était ici à Paris. Et c'est des hommes comme lui, qui ont fait l'étoile nord-africaine, qui ont fait l'éveil identitaire, qui ont fait qu'aujourd'hui, l'Algérie peut aspirer à la démocratie. Et malheureusement, c'est des hommes qui sont très très peu connus. Donc, c'est dans ce sens que je disais qu'on peut réécrire l'histoire d'une certaine façon. Même si on connaît un peu le parcours des uns et des autres, mais il n'est pas mis en exergue. Il n'est pas mis en exergue et le combat de ces hommes-là est presque tombé dans l'oubli. Donc les quêtes identitaires ont une histoire aussi. Hein. Contrairement à ce qu'on raconte, la quête identitaire n'a jamais démarré avec la crise de 1949. Elle a existé bien avant cela. Et malheureusement, quand les choses ne sont pas mises en exergue, quand on n'y insiste pas, elles se perdent, et parfois même, il y a d'autres versions qui prennent le dessus. Hein. Alors mon ami Ibrahim vous a lu donc le petit mot de l'historien et écrivain tchèque, je vais le relire, et c'est pour dire qu'il faut toujours être vigilant. Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever leur mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Puis quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était. Et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Ben oui, les Banoun et compagnie sont oubliés aujourd'hui. Oui, Asdi. Quand tu as parlé d'Akli Banoun, il y a deux histoires, il y a trois personnes qui ont parlé d'Akli Banoun. Donc je vais commencer par le dernier, c'est toi, dans l'homme qui n'avait rien compris. Il y a Benjamin Stora, et il y a Missal El Hadj qui a parlé d'Akli Banoun, lui a rendu un hommage. Et comme nous, on est dans le nihilisme, dans la négation, on rejette tout, alors que il y a des traces et surtout... comment ne pas polluer ou bien tricher avec l'histoire. Quand on disait aux gens, enfin, les années 45, par exemple avec le groupe de Ben Aknoun, ben, vous savez comment Idriss Amran a découvert que l'Afrique du Nord était berbère. C'était à travers un livre écrit en arabe de Toufiq Madani, qui est un historien. Et quand on raconte ça, on a l'impression que c'est l'arabe, alors que les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup plus complexes que...
Pas que cela. Malheureusement, on a tellement politisé la chose, et de quelle façon? C'est-à-dire d'une façon complètement improductive. C'est pour cela peut-être qu'on est en train de tomber, de tourner en rond. Absolument, Azine. Tu as entièrement raison. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais d'abord idéaliser les hommes, ni les femmes, politiques ou autres. Il faut croire en leur idée, il faut croire en leur pensée. C'est pour ça aussi qu'il faut toujours aimer les langues et toutes les langues du monde. Une langue, on peut en faire ce qu'on veut. Moi, je vais vous dire une chose, j'aime beaucoup la langue arabe, je l'écris. Et vous savez, qui est-ce qui a écrit, sauvegardé une grande partie de l'histoire de l'Afrique du Nord? C'est grâce à la langue arabe. Tous les écrits mozabites qui sont fabuleux, qui sont pleins de repères historiques, ont été écrits en langue arabe.